Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur Dune partie 2. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et partons pour Arrakis. Dune partie 2 est le séquel de Dune partie 1. Toujours réalisé par Denis Villeneuve, c'est un film de science-fiction qui est sorti mercredi dernier dans nos salles. Au casting, on retrouve Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Josh Brolin ou encore Christopher Walken, pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 190 millions de dollars. Au niveau du scénario, on retrouve Paul Atreides juste après la fin de Dune 1. Donc il a réussi à rejoindre les Fremen après l'attaque de Arrakeen par les Harkonnen. Parallèlement à ça, il fait de plus en plus de rêves, de visions qui sont terrifiantes. Les Harkonnen donc ont réussi à reprendre Arrakeen aux Atreides et vont partir dans une chasse aux sorcières pour éliminer tout ce qui pourrait leur faire barrage. Fremen et possiblement Paul Atreides qui a survécu, mais ça ils ne le savent pas encore. En parallèle de tout ça, on a les Bene Gesserit qui sont en grand désaccord. D'un côté, les principales figures de cette religion slash secte, on y reviendra, qui décident de donner leur soutien à l'empereur et à éliminer les Atreides. C'est vraiment un jeu d'échecs comme ça où ils ont avancé leur pion pour arriver à ça. De l'autre, on a peut-être la seule Bene Gesserit qui suit les Atreides parce que c'est la mère Atreide, la mère de Paul, qui décide du coup de partir dans une quête d'évangélisation pour asseoir son fils en tant que messie sur toute la planète. On a donc une scission à ce niveau-là. Paul Atreides, tiraillé entre amour, raison, devoir, vengeance ou encore prophétie, va devoir faire une succession de choix toujours plus grands qui vont le faire basculer dans une sorte de côté obscur et faire de lui un anti-héros. Ainsi, choisissant la vengeance et ainsi les leviers que sa mère met en place pour le faire devenir le Mahdi, le Messie, il va donc partir à la conquête de l'entièreté d'Arrakis pour lever une armée, pour destituer l'empereur et détruire les Harkonnen. Comme d'habitude, nous allons voir les points positifs, puis les points négatifs, et je finirai dans une troisième partie par vous donner mon avis sur le film. Commençons donc par les points positifs. Come here, kneel. Alors, premier point positif, on a le lore. En effet, dans le premier film, on avait la base, on avait des personnages, on avait une géopolitique et une religion au niveau 1, on va dire, sans être trop développée, et surtout une planète, Arrakis, la Dune. Et dans ce deuxième volet, tout cela est développé avec des ajouts en plus. On a d'abord la religion qui est très poussée, avec les Bene Gesserit, leurs croyances, leur façon de faire et tout ça. On a la géopolitique, avec les grandes familles qui arrivent en fin de film, mais surtout la coexistence des Atreides et des Harkonnen avec l'empereur et l'Emporium, et on a aussi des nouveaux personnages qui vont ajouter du piment à tout ça. En parallèle, nos personnages qu'on connaît bien vont être développés encore plus. On va apprendre des révélations sur Paul et sa famille, on va prendre des révélations sur les Fremen, et donc tout ça va faire avancer le film. Là où le premier était très contemplatif, le deuxième, toujours contemplatif, faut pas déconner, c'est Denis Villeneuve, va avancer un petit peu plus avec beaucoup plus d'action, de combat, de révélations, c'est génial. À ce niveau-là, ça avance plus vite. Deuxième point positif, on a évidemment un univers visuel poussé et réussi. En effet, en plus d'avoir des plans magnifiques, avec un désert sublime, avec des grandes bâtisses, avec des vaisseaux propres à l'univers, on a un étalonnage vraiment parfait. Il sert à l'intrigue car avant même d'avoir des gens qui parlent ou d'avoir des scènes d'action, on a un choix des couleurs qui fait déjà la scission entre les camps. D'un côté on a une ambiance chaude avec le orange, le jaune, le désert, qui est propre aux Atreides et les survivants Atreides, mais aussi aux Fremen, donc le camp de Paul. De l'autre, on a du noir et blanc, du gris, des couleurs froides, assez mates, assez tristes, qui représentent les Harkonnen. On a d'ailleurs une très belle scène en noir et blanc dans l'arène pour l'anniversaire du personnage introduit par Austin Butler. Et ça c'est vraiment cool car on voit que déjà le traitement visuel sert à l'intrigue. Ce qui est encore plus cool, quand on pousse encore plus loin, c'est par rapport au personnage de Paul. Dans ce film, il devient un anti-héros, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a une couleur chaude et une couleur froide qui représentent les deux camps qui se mélangent dans les scènes de Paul, ce qui montre un peu son évolution psychologique et son évolution vers, entre guillemets, le mal. On a alors des scènes qui sont plus froides, plus sombres, et qui accompagnent donc l'évolution du personnage. Et ça, c'est vraiment très travaillé, on sent que Denis Villeneuve a le souci du détail. Tout cela nous mène donc au point positif suivant, le développement de Paul. Énorme point positif quand on fait d'un personnage
principal, un anti-héros. En effet, au début, dans Dune 1, on a un personnage jeune, sans trop de charisme, qui a encore beaucoup à apprendre, qui est plein d'ambition, mais qui en même temps est caché par l'ombre de son père. Et dans le 2, on a un personnage surpuissant et névrosé par toutes les pertes qu'il a eues. Et qui va donc évoluer dans ce sens, la vengeance. Ça va forger toute la personnalité de Paul Atreides. En plus de tout ça, il va gagner en pouvoir, que ce soit en légitimité grâce à la religion et au travail de sa mère, mais aussi en puissance politique, car il va quand même à la fin du film destituer l'empereur. Il va donc devenir le régent de l'Emperium, même si on voit que sa légitimité n'est pas acceptée par tous. Il gagne en pouvoir. Et en plus du pouvoir, on va dire un petit peu spirituel, qui n'est pas physique, on a une puissance militaire, que ce soit son armée ou son entraînement militaire personnel. Il se bat de mieux en mieux. Il a à la fois l'apprentissage Atreides, mais aussi l'apprentissage Fremen. Parallèlement à ça, il a l'apprentissage des Bene Gesserit par sa mère. Donc à la fois des techniques de combat encore plus poussées, mais aussi l'utilisation de la voix, qui est une sorte de pouvoir qui permet de faire plier autrui à tous ses désirs par la voix, la parole. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on a un personnage qui évolue très vite. Et on voit que cette évolution rapide, il va pas totalement réussir à l'assimiler et ça va le faire basculer. Et donc ça c'est très intéressant car on a un personnage qui rappelle beaucoup Anakin Skywalker dans Star Wars. Un mec plein d'ambition qui va rencontrer une force un petit peu obscure. Pour Paul, c'est ses origines, qui va découvrir qu'en fait par sa mère, il a des origines Harkonnen. Et donc, pour Star Wars, c'est le côté obscur, il devient Dark Vador. Paul devient, on va dire, Dark Paul. Ce qui fait également penser au développement d'Eren Yeager dans Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Comme Star Wars, c'est une œuvre qui arrive après, donc peut-être qui s'inspire, même si on sait pas trop où ils tirent leur inspiration. Mais en tout cas, on a vraiment le développement d'un anti-héros très intéressant. Point positif suivant, on a un traitement religieux passionnant. En effet, ici, on voit la religion qui s'immisce avec des racines un peu partout. On les a notamment en tant que conseillers des grandes familles, et même de l'empereur. On les a en tant que pacifieurs et en tant qu'évangélistes sur des planètes complètes. Ils vont alors manipuler l'histoire, créer des faux mythes, créer des faux prophètes, créer des fausses croyances et donc se servir de la foi pour se mettre toute une population dans la poche. On a ici un Denis Villeneuve qui nous questionne et qui nous prévient sur les risques et les dérives de la foi, de la manipulation par la religion. Et ça c'est hyper intéressant car du coup, ça nous évoque aussi notre passé avec les guerres de religion, avec l'église qui manipulait l'État. Et donc ça, c'est hyper intéressant car ça donne une vision de la religion qui pousse à réfléchir. On a alors la mère de Paul qui va se servir de la foi pour mettre Paul à la tête d'une planète complète. Et ça montre bien qu'on peut manipuler les gens par la foi. Denis Villeneuve, ici, nous pousse à la réflexion. Pour finir avec les points positifs, comment ne pas parler de la musique de Hans Zimmer? En effet, elle accompagne parfaitement à la fois le visuel, car on a une science-fiction avec des grands panoramas, et qui permet à Hans Zimmer d'aller dans l'épique, et de vraiment pousser l'épique au maximum, avec des grandes voix, des grandes instrumentales, vraiment, épique, c'est le seul mot, en fait, qui me vient en tête. Parallèlement à ça, on a aussi une musique qui sert l'intrigue directement, tout comme l'étalonnage. On a dans le 1 un thème principal pour Paul Atreides qui est très planant, avec une voix très pertinente et très proche du personnage, qui est un petit peu, on va dire, gentil finalement, même si c'est catégorisé, on va dire, gentil. Dans le 2, on a un thème qui a évolué, avec un petit peu plus de mineur, un petit peu plus de ton un petit peu sombre dans la musique. Et ça permet de montrer que la psychologie de Paul va devenir un peu plus sombre. On a toujours ce thème, on va dire gentillet, qu'on entend mais plus renfermé, plus murmuré, et donc ça montre qu'il a encore cette part en lui, mais qu'elle se fait enfermer par le reste, et par finalement son côté Harkonnen, finalement son sang, qui va le faire totalement vriller, et il va perdre les pédales. Et là, ce thème musical accompagne ça à la perfection. Donc, un film travaillé à tous les niveaux. Après avoir évoqué les points positifs, passons aux points négatifs. Come here, kneel. Pour moi, il se compte au nombre de 2. Tout d'abord, on a un casting bien trop fourni. En effet, même si tous les acteurs jouent très très bien, là il n'y a pas de doute là-dessus, on a des acteurs qui ne servent pas à grand chose, en tout cas pas pour ce film. Peut-être pour une suite, on y reviendra, mais pour ce film, on reste sur notre fin. Je pense à Léa Seydoux, qui n'a que le rôle d'aller séduire Austin Butler pour porter un enfant Harkonnen. Je pense également au personnage de Florence Pugh, qui certes montre qu'elle est intelligente, qu'elle est calculatrice et qu'elle servira pour une suite, mais qui ne sert dans celui-là en tout cas que de figurante qui apparaît en même temps que l'empereur, et c'est bien dommage quand on connaît l'actrice. Parlons de l'empereur. Christopher Walken, c'est vraiment dommage de prendre un acteur charismatique et talentueux pour faire un empereur qui ne sert à rien, qui est figurant, qui n'a pas vraiment beaucoup de charisme. C'est vraiment dommage. Le summum, je pense, c'est Anya Taylor-Joy, qui joue ici la sœur de Paul, qui est à naître, donc qui fait sa voix quand elle parle à sa mère ou à son frère, mais qui, à l'image, a une scène où elle se tourne vers la caméra, elle sourit sur la plage.
c'est tout. Certes, encore une fois, c'est des graines qui sont plantées peut-être pour la suite, on y reviendra, mais c'est bien dommage et c'est déceptif quand on voit des grands acteurs pour des rôles si petits. Deuxième point négatif, malheureusement, on a des combats trop courts et pas assez impactants. En effet, on a plein de petits combats qui sont très répétitifs avec la même chose. On attaque une moissonneuse à épices pour progresser vers le nord et ainsi reprendre la capitale Arrakeen. Bah c'est dommage en fait parce que tous les combats se ressemblent et on a compris au bout d'un moment. Le seul combat un peu intéressant, c'est le combat contre le personnage d'Austin Butler, le combat final. Car là, Paul se fait blesser. Mais encore une fois, il passe trop vite. On n'a pas assez d'attache émotionnelle pendant ces combats, on n'a pas assez d'impact. Et c'est dommage, car le film est contemplatif, c'est cool, mais il y a aussi besoin d'action dans un film d'action. C'est logique. Et là, bah, même si elles sont présentes, elles ne prennent pas assez de place. C'est dommage, en espérant qu'ils se rattrapent dans le troisième film. Après avoir évoqué les points positifs et les points négatifs, je vais vous donner mon avis sur ce film. Come here, kneel. Alors clairement, moi, j'ai pris une claque devant ce film, qu'elle soit visuelle, auditive ou tout simplement de kiff total sur le scénario. Il y a quelques longueurs dues au côté contemplatif, mais quand on va voir un film de Denis Villeneuve, on y va aussi pour ça. Car, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire dans le contemplatif. Heureusement, pour ce film, on a une intrigue très prenante, un univers très prenant, et surtout quelques actions, que ce soit dans les combats, ou que ce soit dans les révélations. Et tout cela fait avancer le récit petit à petit, et heureusement, parce que si on était resté sur un Dune 1 qui m'a personnellement laissé dubitatif, le plaisir était pas forcément aussi grand que là, on atteint une zone de plaisir qui est cool, parce qu'on a l'impression que ça avance. Et ça, c'est vraiment un bon point. Parlons justement du développement des personnages, et des révélations. Apprendre que Paul a du sang Harkonnen, c'est génial. Quand on sait que les Atreides et les Harkonnen se battent depuis des milliers d'années, ça va le faire vriller totalement. Psychologiquement, on passe d'un gentil à un anti-héros. Et c'est hyper intéressant de faire d'un personnage principal un anti-héros. Au-delà de ça, on a vraiment le développement de la religion et de la géopolitique qui étendent les racines de l'univers et qui va vraiment impacter le choix des personnages. Il va devoir choisir entre Shani, qui est peut-être la seule à voir la vérité et surtout à avoir une morale qui se poursuit tout du long et qui ne change pas. Et de l'autre côté, on a la mère de Paul, qui elle va être plus calculatrice, on sait pas vraiment si elle est méchante ou gentille, pleine d'ambition, elle va dominer les populations par la foi. Et donc, Paul va devoir faire un choix entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que malgré son amour pour Shani, la pression qu'est la prophétie, mais aussi la pression de tous ces gens qui comptent sur lui, va l'obliger à tomber dans la fin justifie les moyens, et donc choisir la solution de sa mère, et se servir des gens, de se servir de cette armée pour assouvir sa soif de vengeance et venger son père, détruire les Harkonnen et prendre la place de l'empereur. C'est hyper intéressant, moi ça m'a vraiment plu, parce que c'est une intrigue qui pourrait être un petit peu banale, on a déjà vu, je parlais avec Dark Vador et Eren Yeager, mais dans cet univers, dans cette science-fiction, est très pertinente. Et c'est vraiment prenant et on ne voit pas le temps passer quand on se met un petit peu dans l'intrigue à essayer de penser dans la géopolitique, qu'est-ce qui va s'adapter, comment il va réussir à faire tout ça, et on arrive à une apothéose à la fin, un combat, et donc il gagne, mais il n'a pas la légitimité par rapport à toutes les autres grandes familles qui sont sur Arrakis, ou en tout cas qui sont en orbite. Ça c'est hyper intéressant, et donc on a une intrigue qui est prenante et qui m'a vraiment beaucoup plu. Au-delà de ça, on a, comme j'ai dit, le côté visuel. J'y reviendrai un petit peu parce que j'ai vu dans les commentaires qu'on me demandait un peu plus d'analyse technique. Alors je vais y revenir un peu plus tard, mais déjà on a la BO. Et la BO qui sert à l'intrigue, c'est vraiment un gros point positif. Parce que au-delà d'être de la musique de Hans Zimmer qui est vraiment incroyable, tout simplement, on a une musique qui colle parfaitement et qui nous intègre encore plus dans le film, et donc on kiffe, et c'est réussi de la part de Denis Villeneuve de tout enchevêtrer pour qu'on reste 100% dans le film. Au niveau technique, du coup, même si certains plans étaient un peu too much, on a des super panoramas sur des super paysages, on a des plans un peu plus plan taille ou plan poitrine au moment des révélations pour bien capter les émotions des personnages, que ce soit les émotions corporelles ou vraiment les émotions du visage. Ça permet donc de comprendre les personnages, et même dans le développement psychologique de Paul, on a l'impression d'être plus proche de lui et de comprendre ce qu'il ressent, cette pression. Et donc, c'est une technique qui est alliée à une artistique, et quand on met les deux ensemble, on se dit que Denis Villeneuve a pondu un chef-d'œuvre. Et ça, c'est vraiment réussi sans vouloir non plus idolâtrer le film comme je vois certains sur les réseaux sociaux. Je pense que je prends pas beaucoup de risques en disant que c'est un film très bien construit et très bien réalisé, et surtout très abouti visuellement, et c'est très important. Le fait de le découvrir au cinéma, et surtout en avant-première, merci Cinéville, c'est vraiment cool parce que on en prend plein les yeux. Et pour moi, c'est la meilleure façon de découvrir ce genre de film au cinéma sur grand écran. Franchement, là, avec l'étalonnage, on avait l'impression d'être dans le désert, on sentait limite le sable sur notre peau, et donc une immersion comme ça,
pour moi c'est réussi et c'est ce qu'on veut ressentir au cinéma. Donc pour moi, c'est vraiment plein de points positifs qui font que j'ai passé un super moment. Alors avant de passer sur le futur, avant de passer sur ce que Denis Villeneuve peut prévoir pour un Dune 3, parlons de la note. Pour commencer avec la partie note, je vais me permettre, comme j'ai pas fait de vidéo dessus, de noter un petit peu Dune 1 pour contextualiser. Alors pour Dune 1, et le fait que je sois resté dubitatif face au côté contemplatif et au fait que ça avance pas trop, j'ai quand même apprécié le film et je pense lui donner la note de 7 sur 10. S'agissant du 2, pour moi l'évolution est radicale. Et donc, pour Dune 2, je pense que la note qui me correspond serait 8,75. Alors pourquoi ce 75? Sur les autres vidéos, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des 0,25 comme ça en plus, mais j'hésitais entre la note de 9 que je trouvais un petit peu trop élevée par rapport au film. Enfin, je sais pas, j'avais pas le feeling qui faisait que je voulais mettre 9, mais en même temps 8,5, je trouvais ça un peu bas, donc j'ai coupé la poire en deux et 8,75. Peut-être que si Dune 3 il y a, et il y aura, on va revenir juste après, et bah je pense que ça peut peut-être atteindre le 9, ou le 9,5, on verra. Mais oui, pour moi, la note de 8,75 me paraît justifiée. Alors s'agissant d'une troisième partie, vous l'avez compris, j'ai fait plein d'allusions, pour moi, il y aura une suite. Même si Denis Villeneuve, en interview il y a quelques mois avant la sortie du film, nous disait « Oui, je sais pas, je l'ai peut-être en tête, mais je sais pas si Warner me suivra, j'ai peut-être pas prévu encore si. » Clairement, Denis, tout nous a menti. Il y aura un Dune 3, avoir la fin, avoir toutes les petites graines que tu as plantées, tu as pensé à un Dune 3, c'est obligatoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer dans Dune partie 3 ? Déjà, on a plein d'intrigues secondaires qui sont laissées en suspens. Je pense notamment au personnage de Léa Seydoux qui a en elle un enfant Harkonnen. Et si on enlève Paul qui est un petit peu spécial, c'est le dernier Harkonnen en vie. Donc à ce niveau-là, c'est une intrigue qui peut se poursuivre. Après, on a le personnage de Florence Pugh, qui va probablement se marier avec Paul Atreides, donc là, il peut y avoir quelque chose, parce qu'on sait qu'elle est très calculatrice. Au-delà de tout ça, et si on revient sur les enfants, on a l'enfant à naître, la sœur de Paul Atreides, qui est sans doute très éveillée grâce à l'eau de vie, ce qui sort des vers, le liquide bleu, et donc, ça va être développé plus tard. Ensuite, on a Chani qui a quitté Paul et qui est parti à la fin du film pour retourner dans le désert, malgré tout Arrakis qui voulait se battre. Et on y reviendra sur l'intrigue principale. Mais du coup, Chani, qu'est-ce qu'elle va devenir? Pour moi, une fin tragique qui serait géniale, ce serait que Chani, à l'image un petit peu, attention spoiler sur Game of Thrones, à l'image de Jon Snow qui doit tuer Daenerys pour faire cesser cette escalade de violence, et là on aurait une Chani qui décide de sacrifier celui qu'elle aime pour arrêter l'escalade de violence et la guerre. Je trouve que ce serait très intéressant pour une fin, surtout n'ayant pas lu le livre et ne souhaitant pas le lire avant Dune partie 3, ne dites rien dans les commentaires si j'ai raison ou pas sur cette potentielle suite. Pour finir, on a l'intrigue principale. Alors là, on a un Paul qui veut devenir empereur mais qui n'a pas la légitimité par rapport aux grandes familles qui sont en orbite et qui sont venues pour se battre à la base pour défendre les Harkonnen. Sauf que là, ça va être une giga guerre ouverte. Pour moi, ça va être une grande guerre contre les grandes familles pour la domination du monde, donc une escalade de violence encore une fois. Donc ça annonce un Dune partie 3 qui sera très dynamique. Il y a encore plein de choses à raconter, peut-être que j'ai oublié certains détails, mais en tout cas, je pense qu'il y a clairement matière à faire un Dune partie 3. Alors maintenant, quand est-ce que ça va arriver ? Je pense qu'il va être patient, parce que Denis Villeneuve le disait lui-même, les dangers d'Hollywood, c'est de vouloir une date de sortie assez courte au détriment de la qualité. Et Denis Villeneuve, c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc je pense qu'il va prendre le temps de faire le film et qu'on peut attendre au moins été 2026, 2027, peut-être dans ces eaux-là, peut-être un peu plus longtemps s'il y a des décalages, mais pour moi, il va falloir être patient. Après, s'agissant des spectateurs, ils seront au rendez-vous. On le voit là, il y a quelques avant-premières qui sont sorties pour l'instant à l'heure où j'enregistre, et le public est ravi. Franchement, que ce soit les journalistes ou les novices, tout le monde est d'accord pour dire que le film est génial, tout le monde est au rendez-vous. Notamment IMDb, qui est une plateforme qui est connue pour noter les films de façon plutôt dure, plutôt juste. Et là, ils ont décidé de faire de Dune 2 leur film le mieux noté de tous les temps. Pour moi, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le film est super. Et ça m'étonnerait que Warner Bros. Discovery ne veuille pas donner les budgets ou donner ce qu'il veut à Denis Villeneuve pour réaliser une troisième et dernière partie. En parallèle, pour attendre, on a quand même la série spin-off sur les Bene Gesserit, qui sera probablement un préquel, je ne sais pas, à voir, qui va être intéressante et qui est censée sortir courant 2024, qui est censé sortir cette année, donc on aura un peu de quoi patienter. Mais pour Dune 3, en tout cas la version de Denis Villeneuve, il va falloir attendre encore un peu. Donc pour l'univers Dune, affaire à suivre. Et
bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo qui va peut-être être un petit peu plus longue car il y avait beaucoup à dire donc sur Dune partie 2. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et surtout si le film vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans l'espace commentaire, du moment qu'il n'y a pas de spoil pour ceux qui ont lu le livre sur la troisième partie. Merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupez!